Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui reprendre donc la présentation des caractéristiques majeures des linguistiques cognitives. On avait déjà vu, mais donc je n'y reviens pas, et puis j'avais passé beaucoup de temps à vous expliquer cela, la question du naturalisme. La deuxième caractéristique était l'idée qu'on a donc dans ces linguistiques cognitives une conception holistique des structures et processus linguistiques, c'est-à-dire que, c'est une position qu'on pourrait aussi caractériser, au lieu de dire holistique, on pourrait dire anti-modulariste. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est vraiment la globalité des processus et ce que récusent ces approches cognitives, c'est qu'on puisse séparer un module isolé de la syntaxe, un module isolé de la pragmatique, un module isolé de la sémantique, etc. Le découpage ne se situe pas au même niveau. Et puis, je m'étais arrêté sur cette citation qui est empruntée donc à ce manuel de le Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, qui est un très bon manuel. D'ailleurs, je crois que c'est le premier sur ce sujet. Donc l'idée que les structures et processus linguistiques sont une manifestation sont non pas spécifiquement linguistiques, mais une manifestation de processus cognitifs plus généraux. Alors, la caractéristique suivante, c'est l'importance accordée à ce que j'appelle ici les usages réels, et ça correspond à l'expression usage-based ou fondée sur l'usage, et on peut l'appréhender à partir de cette première citation de Holger Dissel. Vous avez le texte complet ici en suivant ce lien. Alors, voici ce qu'il dit ici. Je traduis approximativement. Depuis le début de la linguistique moderne, c'est-à-dire depuis le cours de linguistique générale de Saussure, il y a une idée générale de la linguistique, de la recherche en linguistique, qui est que l'étude du système, il y a une conception générale de la recherche en linguistique qui se focalise sur l'idée qu'on s'intéresse au système linguistique, c'est-à-dire à la langue, et que ce système linguistique doit être distingué de l'étude de la parole ou de l'usage. Donc, c'est la distinction saussurienne entre langue et parole, et l'idée, que vous connaissez bien, que la linguistique, c'est l'étude de la langue en priorité. C'est comme ça qu'on a interprété le cours de linguistique générale. En vérité, beaucoup d'auteurs ont ensuite montré que Saussure s'intéressait autant à la parole qu'à la langue. Mais il y a tout de même cette distinction importante que, d'un côté, il y a le système, qu'est la langue, et puis l'utilisation du système, qui est la parole. En gros, c'est ça, c'est le système et son utilisation. Bien. Dans la linguistique structurale, donc inspirée de Saussure, et la linguistique générative, le langage, notamment la grammaire, est vu comme un système autonome, incluant des catégories discrètes et des règles combinatoires qui sont analysées sans référence à l'usage ou au développement du langage. Alors, en effet, chez Chomsky, par exemple, les règles qui sont mises en évidence dans la perspective de la grammaire générative ne sont pas produites à partir d'une observation, par exemple, du développement du langage chez l'enfant. Elles sont produites à partir d'un cadre théorique, d'une observation du système de la langue, etc. etc. Donc, cette perspective, dit-il, a été, concurrencée par l'approche usage-based, donc fondée sur l'usage, dans laquelle la grammaire et l'usage sont liés d'une manière inextricable. Dans cette approche,
le langage est vu comme un système dynamique d'unités symboliques émergentes et de contraintes flexibles qui sont dessinées par les processus cognitifs généraux impliqués dans l'usage du langage. Donc là, vous voyez, la perspective est complètement différente. C'est l'idée que l'usage du langage, la pratique de la parole, fait émerger des structures. C'est qu'elles ne sont pas toutes prêtes dans notre esprit, mais c'est que elles s'installent, un certain nombre de régularités s'installent dans notre esprit par l'utilisation du langage, par la pratique du langage. Alors, oui, donc j'ai surligné cette dernière phrase qui est importante, et donc la référence aux emplois, aux usages réels. Cette deuxième citation développe la même idée avec une conséquence importante qui est le rôle des études de fréquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'intéresse aux usages réels, on va analyser des corpus de grande taille en examinant des fréquences de structure, des fréquences d'emploi, et cela va être significatif pour l'analyse grammaticale. Voilà, et donc il ajoute qu'il y a beaucoup de résultats qui montrent que la fréquence a un impact très important sur le comportement langagier dans la communication et le traitement de l'information, et également sur le développement des structures linguistiques, à la fois dans l'acquisition et dans l'évolution des langues. Bon, il y a toutes sortes d'études particulières qui montrent que des enfants très tôt, oui, sont sensibles au fait que certains mots dans une langue n'existent pas. C'est-à-dire que si vous prenez des enfants francophones, enfin disons qui ont appris le français dans un milieu francophone, et vous leur montrez des suites de lettres qui statistiquement n'apparaissent jamais, enfin qui en fait soit statistiquement sont très rares, soit qui n'apparaissent jamais. Immédiatement, ils vont dire que ce n'est pas un mot du français. Tout simplement pour des raisons statistiques. Il y a aussi des études, là j'ai plus en tête le détail, mais pour savoir à quel moment on écrit un O, A-U, E-A-U, ou bien avec un O. Très souvent, les O, A-U, E-A-U sont plutôt en fin de mot. Donc, il y a comme ça des régularités statistiques qui sont dans la langue et à laquelle, des régularités auxquelles les locuteurs sont sensibles sans s'en rendre compte. Votre système cognitif enregistre sans que vous en soyez du tout conscient toutes sortes de régularités de la langue. C'est une sorte d'analyse statistique permanente qui fait que voilà, vous avez des connaissances sans en être vraiment conscient, et donc c'est cela précisément une linguistique fondée sur l'usage. Donc, en résumé, dans cette perspective, la langue est un système dynamique d'unités symboliques émergentes. Il y a des contraintes flexibles qui ne sont pas donc des règles, mais des contraintes qui peuvent être modifiées selon les conditions. Ces contraintes sont issues de processus cognitifs généraux, et puis donc le rôle de la fréquence. Alors, une autre citation sur le même sujet d'un auteur très connu dont je redirai un petit mot tout à l'heure, oui, pas tout de suite, tout à l'heure, Michael Tomasello, qui est vraiment un spécialiste non pas de linguistique, mais de psychologie cognitive, qui a acquis une réputation internationale. Enfin, bon, c'est peut-être le plus connu, le plus célèbre des chercheurs en psychologie cognitive.
Alors, il dit la chose suivante à propos de la théorie de l'acquisition usage-based, donc fondée sur l'usage. Deux aphorismes, donc. La signification, c'est l'usage, qui vient de Wittgenstein, en fait, hein, ça vient de la philosophie. Et puis, les structures émergent de l'emploi. Hein, donc, c'est une autre façon de redire la même idée. Les structures émergent de l'emploi. Elles sont construites peu à peu. Il faut quand même être bien conscient que dans la perspective générative, dans la perspective chomskienne, vous héritez les structures linguistiques génétiquement. Donc ce n'est pas du tout construit par l'usage. C'est la raison pour laquelle tous les processus analogiques grâce auxquels on construit ces régularités statistiques sont bannis de la recherche en linguistique générative. Alors, meaning is use, donc cette idée que la signification c'est l'usage, représente une approche de la dimension fonctionnelle ou sémantique de la communication linguistique. Elle prend son origine, ah bah oui, cite Wittgenstein, elle prend son origine avec Wittgenstein et d'autres philosophes du langage qui ont une approche plutôt pragmatique et qui voulaient lutter contre l'idée que les significations sont des choses dans votre esprit, hein, et plutôt se sont concentrés sur la façon dont les gens utilisent les conventions linguistiques pour atteindre des buts sociaux. Donc, quand on dit la signification, c'est l'usage, c'est-à-dire c'est l'usage dans une certaine communauté. C'est pour ça qu'il y a cette notion de buts sociaux. Buts sociaux, c'est le but social de la communication. D'ailleurs, c'est aussi une différence importante mais sur laquelle je n'ai pas tellement insisté, entre la perspective chomskienne et la perspective cognitive. La perspective cognitive a quand même pour orientation principale, qu'on appelle aussi d'ailleurs avec une certaine ambiguïté le fonctionnalisme, mais dans un autre sens que celui qu'on a vu dans les cours précédents, c'est l'idée que le langage sert à communiquer, hein, et que le fait que le langage ait ce but de communication lui confère un certain nombre de structures et de propriétés. Donc le langage sert à communiquer. Mais les chomskiens vous diront non, le langage ça ne sert pas du tout à communiquer, c'est secondaire la communication. Le langage ça sert à penser, d'abord. Ça sert à construire des représentations mentales. Bon alors évidemment les deux perspectives ne sont pas exclusives, hein, donc ça sert à penser aussi le langage. Mais vous voyez que pourquoi les générativistes refusent l'idée que la communication soit, la finalité des langues de communication ait un rôle structurant pour le langage. C'est-à-dire que le fait que le langage serve à communiquer lui donne certaines caractéristiques, certains emplois. Parce qu'ils veulent refuser le fait que l'usage, l'emploi du langage dans la communication ait un rôle quelconque dans les structures linguistiques. Puisque pour eux, ce rôle, il est hérité. Enfin, je veux dire, les structures linguistiques sont héritées génétiquement. La grammaire universelle est héritée génétiquement parce que l'espèce humaine est ce qu'elle est. Et que ce programme génétique qui permet de parler existe chez l'être humain, mais pas chez l'être vivant non humain, pas chez les animaux non humains. Ce qui est vrai, ça c'est vrai, qu'il n'y a pas de langue chez les espèces animales non humaines. Il y a des systèmes de communication, oui, mais pas de langue. Bon, bref. Donc, que nous dit-il ici? La structure émerge de l'usage est une approche de la dimension grammaticale ou structurale de la communication linguistique. Elle est implicite dans le travail sur la grammaticalisation et le changement du langage chez beaucoup de diachroniciens. Et elle est explicite chez Langacker,
Hein. Donc, si vous voulez, là, Tomasello, qui n'est pas linguiste, lui, hein, qui est vraiment un psychologue, donc il s'appuie sur Langacker, linguiste, qui, lui, adopte cette démarche usage-based, comme d'autres linguistes, donc. Et ces linguistes qui veulent lutter contre l'idée d'une grammaire entièrement formelle, dépourvue de signification, pardon, et qui se concentre plutôt sur les constructions grammaticales fondées sur, enfin les constructions grammaticales qui ont une signification. Donc cette idée, vous vous souvenez qu'on a vu déjà chez Langacker que la grammaire c'est aussi de la sémantique, hein, que la grammaire ce sont des symboles et donc des couples forme-sens. Et donc il n'y a pas de séparation entre syntaxe et sémantique, ce sont deux aspects différents de la sémantique, sémantique lexicale, sémantique grammaticale. Bon, et donc ces structures sémantiques là émergent d'actes individuels de l'usage des langues. Alors, un mot de conclusion sur ces approches, puisque, donc, qui vient de nouveau de l'Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, puisque les linguistiques cognitives, enfin, ou la linguistique cognitive voit le langage comme inclus dans les capacités cognitives de l'être humain, les sujets auxquels va s'intéresser spécifiquement la linguistique cognitive incluent les caractéristiques structurelles des langues naturelles, la catégorisation, la polysémie, les modèles cognitifs, l'imagerie mentale, la métaphore, donc tout cela étant mis dans la rubrique générale de la catégorisation, mais ça on va le voir en détail. Les principes fonctionnels de l'organisation linguistique, comme l'iconicité et la naturalité. L'interface conceptuelle entre syntaxe et sémantique, qui est étudiée par la cognitive grammar et la construction grammar, grammaire des constructions. Et puis donc l'arrière-fond, l'arrière-plan expérientiel et pragmatique dans le langage en usage. Et puis aussi la relation entre langage et pensée, tout cela incluant également des questions sur le relativisme et les universaux conceptuels. Ce qui signifie là que, là aussi c'est souvent une objection mal comprise dans les linguistiques cognitives, mais, enfin à l'égard des linguistiques cognitives, mais on aura l'occasion d'y revenir plus en détail. À partir du moment où vous étudiez les langues ou les processus linguistiques comme des manifestations particulières de processus cognitifs humains généraux, certains vont dire mais ça n'a pas de sens puisque les langues sont différentes. Si les langues dépendaient des grands processus cognitifs humains qui sont partagés par tous les êtres humains sur la planète, les langues seraient toutes les mêmes. Bon, alors évidemment c'est une absurdité parce que précisément ces notions d'usage, etc., montrent, enfin de usage-based, montrent que à partir de processus cognitifs communs à tous les êtres humains, c'est-à-dire des processus de catégorisation, des processus de séparation de premier plan, d'arrière-plan, enfin toutes sortes de processus cognitifs très généraux, on a des variations d'une langue à l'autre. Donc, si vous voulez, l'approche cognitive est totalement compatible avec la notion d'une diversité des langues. Il y a des processus cognitifs généraux, et puis des manifestations spécifiques de ces processus cognitifs selon les cultures considérées. Alors, pour synthétiser la distinction entre le paradigme des premières sciences cognitives, paradigme symbolique, computo-représentationnel, dont Chomsky est l'exemple en linguistique, parce que ça c'est un paradigme, si vous voulez, des sciences cognitives en général, pas seulement de la linguistique, mais Chomsky est le représentant de ce premier courant, de cette
de ces sciences cognitives de première génération. On avait vu qu'il y avait la dimension naturaliste, représentationnelle, fonctionnaliste et computationnelle, et puis qu'il y a aussi la modularité. Bon, dans les linguistiques cognitives, telles qu'elles sont développées par Lakoff, Langacker, Telmi, Fauconnier et d'autres dont on va parler aujourd'hui, il y a bien cette dimension naturaliste. La dimension représentationnelle existe, mais depuis un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de critiques sur le concept de représentation. Donc, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de toute la linguistique cognitive. Il y a des niveaux qui sont infra-représentationnels, mais pour l'instant, je ne peux pas tellement en parler. Mais donc, il y a une acceptation partielle de la dimension représentationnelle. En revanche, les dimensions fonctionnalistes, computationnelles et la modularité sont refusées. Donc c'est ça, c'est le refus de ces caractéristiques qui crée vraiment une particularité de la linguistique cognitive par rapport à la première génération des sciences cognitives. Alors, les points que on va examiner finalement et qui sont les sujets privilégiés de la linguistique cognitive sont ceux-ci, les notions de conceptualisation, de schématicité, la saillance, la polysémie, les prototypes, la catégorisation, les cadres conceptuels. Bon, j'ai mis un point d'interrogation là parce que la traduction en français est un peu douteuse. On a du mal à traduire en français les concepts des linguistiques cognitives. Et d'ailleurs, on a ici à la Sorbonne un groupe de chercheurs qui sont en train d'essayer de trouver des équivalents français pour un certain nombre de concepts. Mais donc les cadres conceptuels comme traduction de frames, les modèles cognitifs idéalisés, la métaphore, enfin bref, toutes sortes de notions qu'on va examiner les unes après les autres. Enfin, on ne va peut-être pas toutes les voir, mais ce sont les concepts majeurs, si vous voulez, des linguistiques cognitives, qui ne sont pas pour certains du tout spécifiques linguistique cognitive. Si vous voulez, vous pouvez traiter de la polysémie dans n'importe quelle approche linguistique, pas forcément cognitive. D'autres, en revanche, comme la sémantique des prototypes ou la catégorisation, sont beaucoup plus spécifiques des linguistiques cognitives. D'accord ? Alors, avant d'entrer dans le détail de ces approches, et on commencera par les métaphores conceptuelles, je voudrais tout de même terminer cette présentation générale en examinant de plus près la façon dont la linguistique cognitive contemporaine se présente elle-même, et je vous propose de le faire à partir du site de l'Association internationale de linguistique cognitive, donc qui est une association très importante qui organise régulièrement des colloques, qui a une publication, etc. Et qui, dans cette rubrique, donc vous pourrez aller voir vous-même si vous voulez, parce que moi je vais simplement vous donner quelques extraits, dans cette rubrique About Cognitive Linguistics, développe, disons, sa vision de la linguistique cognitive. Alors vous allez voir, c'est une façon de reparcourir un peu tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, mais maintenant, tout cela devrait vous paraître assez clair et assez évident. Alors, voici comment les choses sont présentées. Je vous donne seulement quelques extraits. Et encore une fois, vous pourrez lire le détail si vous le souhaitez. Donc, les linguistiques cognitives se sont développées à partir des travaux d'un certain nombre de chercheurs, à partir des années 70, fin des années 70 quand même, chercheurs qui étaient intéressés à la question des relations entre langage et esprit, et qui ne voulaient pas suivre la tendance dominante à l'époque, consistant à expliquer les structures linguistiques en faisant appel à des propriétés structurales internes et spécifiques
au langage. Donc, plutôt que de séparer la syntaxe du reste, alors, oui, c'est une allusion transparente à la perspective chomskienne, qui s'intéresse quand même à la syntaxe comme cœur, si vous voulez, de la grammaire universelle. Donc, plutôt que séparer la syntaxe du reste du langage comme un composant syntaxique gouverné par des principes et des éléments spécifiques à ce constituant, la ligne de recherche suivie est plutôt d'examiner la relation entre les structures, les relations de la structure du langage à des choses hors du langage. Donc, c'est ça aussi qui oppose d'une part les linguistiques cognitives à, d'autre part, les approches de type structuralisme européen, Saussure, etc., et la grammaire générative. On avait vu déjà que ces deux types d'approches, qui sont les approches du système de la langue pour elle-même, etc., sont considérées comme insuffisantes du point de vue de la linguistique cognitive. Pardon, je repense tout à coup que je vous avais dit qu'à la rentrée, après les vacances, on parlerait de vos projets de recherche. Bon, j'ai oublié, donc on le fera la semaine prochaine, si vous voulez bien. Donc pensez-y pour la semaine prochaine soit à me dire, bon, j'ai pas encore d'idée, soit à me dire, voilà sur quoi je voudrais travailler. Donc je ferme la parenthèse. Mais c'est vrai que j'aurais dû commencer par là, mais comme j'étais préoccupé par le fait que l'appareil de projection fonctionne, j'ai complètement oublié qu'on devait parler de ça. Donc, passons. Donc, qu'est-ce que sont ces choses en dehors du langage auxquelles la linguistique cognitive s'intéresse aussi? Eh bien, évidemment, les principes cognitifs et les mécanismes cognitifs qui ne sont pas spécifiques au langage, c'est-à-dire, par exemple, les principes de la catégorisation humaine, des principes d'interaction ou de pragmatique, et puis des principes fonctionnels comme l'iconicité ou l'économie dans les langues. L'iconicité, l'économie, c'est que le matériau linguistique soit un peu économique. C'est lié au but de communication. C'est-à-dire que, c'est un exemple que j'ai donné en séminaire là hier, si vous imaginez une langue, par exemple, fictive, puisque aucune langue ne procède de cette façon-là, mais qui a un mot différent pour chaque nombre. C'est-à-dire qu'en français, vous avez une trentaine de nombres de base, 1, 2, 3, 4, 5, enfin, jusqu'à 16. Ensuite, 17, c'est fabriqué avec 10 et 7, 18 avec 10 et 8, etc. Puis ensuite, vous avez 20, 30, 40, 50, 60. 70, c'est fabriqué avec 60 et 10, etc. Bon. Mais imaginez qu'une langue ait un mot différent pour chaque nombre. Ce qui est vraiment le contraire de l'économie. Ce serait impossible à utiliser, parce que ce serait beaucoup trop, il y aurait une charge cognitive beaucoup trop élevée. Imaginez des systèmes de conjugaison où chaque fois qu'on change de verbe, on change de système de conjugaison. Ce serait extrêmement lourd à manier. Et c'est pourquoi d'ailleurs on observe dans beaucoup de langues, dans l'histoire des langues, des sortes de simplification des systèmes de conjugaison. Bon, donc le principe d'économie, c'est un principe qui est un des principes fonctionnalistes au sens de l'idée que le langage sert à communiquer. Alors, deuxième citation sur les linguistes les plus importants. Donc certains, on les a vus, Lakoff, Langacker, Talmy. Alors on n'a pas parlé de Wallace Chafe et de Charles Fillmore. Alors je vous en dis un tout petit mot rapide. Wallace Chafe,
Il est connu, donc vous voyez, il était à Berkeley, Santa Barbara, donc encore une fois, c'est toujours la côte ouest, c'est vraiment cette linguistique s'est développée là. Et il est célèbre pour avoir développé une recherche à partir de ce qu'on appelle le peer film, qui est un film, le film des poires, hein, littéralement. Et c'est quoi? C'est un petit film muet, donc où on voit un type qui ramasse des poires, et puis il y a un vélo qui passe avec des enfants qui volent des poires, si je me souviens bien. Enfin bref, c'est un tout petit film. Et le film a été projeté à toutes sortes de locuteurs dans des langues différentes. Et l'étude a consisté à examiner les différences de structuration de cette petite histoire selon les langues. Hein. Qu'est-ce qui était mis en évidence en premier, en second, etc. Donc voilà. Vous pouvez le trouver sur YouTube à cette adresse, hein, si vous voulez le voir, le film. Et puis on trouve très facilement sur Internet toutes sortes d'études plus ou moins récentes. Mais vous voyez, c'est ancien déjà, mais c'est un protocole. C'est un protocole d'ailleurs qu'on peut toujours utiliser. Hein. Utiliser un petit film, une petite histoire, et la faire raconter par des sujets différents pour toutes sortes de raisons. Ça peut être par des gens plus ou moins jeunes ou âgés, d'une même langue, ça peut être par des gens de langues différentes, ça peut être raconté par des locuteurs normaux et puis par des locuteurs qui ont une déficience cérébrale, par exemple aphasique, etc. Enfin bon, voilà, c'est un protocole de recherche qui peut être comment dire, réutilisé dans toutes sortes de circonstances. Mais voyez que un protocole comme celui-ci, jamais des Chomskyiens vont faire ça. Je veux dire, ça ne les intéresse pas de faire produire des textes et de comparer l'emploi qui est fait, puisque ce qu'ils veulent décrire, c'est les structures syntaxiques telles qu'elles, dans leur généralité, telles qu'elles peuvent être, disons, délimitées à partir de l'intuition d'un locuteur quelconque. Donc le linguiste lui-même, avec son intuition sur sa propre langue, est suffisant pour cela. Hein. Donc c'est assez emblématique de la perspective de la linguistique cognitive, ce film et cette étude. Bon, et puis l'autre auteur, on en reparlera quand on va parler justement, quand on fera le cours sur la question des frames, donc des cadres conceptuels. C'est un linguiste très important aussi, alors Charles Fillmore, donc vous voyez pareil, Berkeley, bon. Donc il a développé un projet qui s'appelle FrameNet, qui est toujours je veux dire, amélioré, qui est disponible en ligne. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver à partir de ce lien-là. Et donc, ce projet, vous voyez, c'est une ressource lexicale basée sur la sémantique des frames, donc, et avec un corpus. Hein. Donc, dans cette base de données, il y a 10 000 unités lexicales, dont 6 000 qui sont pleinement annotées. Alors ça, je ne me souviens plus de quand date mais là, les annotations ont progressé depuis. Hein. Bon, alors à quoi ça ressemble? On en reparlera en détail lorsqu'on parlera des frames, mais en gros, c'est ça. Dans la version anglaise, vous cherchez vous avez un frame index, donc c'est-à-dire des cadres sémantiques qui vous disent que, par exemple, la notion d'abandonner, l'abandon, hein, c'est un agent qui laisse quelque chose et donc on a des couleurs qui indiquent le sujet, l'objet, etc. Alors pour la version française, vous avez une version française qui est en fait une espèce de calque de la version anglaise qui s'appelle Asphalda French FrameNet, donc que vous trouvez à cette adresse, hein, hébergée par Paris Diderot. Et là, quand vous prenez par exemple confirmer comme entrée lexicale, vous voyez, vous avez un corpus, donc pour confirmer, vous avez le sujet qui est la personne qui connaît, un objet qui est en général une proposition ou quelque chose, et non, le sujet, il est là. Hein.
Cognizer, ici, il n'y a pas d'actualisation de cet élément-là en français. Donc, vous voyez, les phrases sont automatiquement annotées avec un repérage du sujet, du verbe, des objets, etc. etc. Bon, mais on en reparlera en détail, là, parce que là, ça supposerait, pour que je vous explique l'ensemble, que je développe la notion de frame, mais je le ferai plus tard. C'était simplement pour vous donner une idée concrète du travail de Charles Fillmore et disons, de l'impact qu'il a encore aujourd'hui. Donc, je reprends ma citation. Des auteurs comme Wallace Chafe, Fillmore, Lakoff, Langacker, Talmy, chacun de ces linguistes a développé sa propre approche de la description du langage et de la théorie linguistique, centrée sur un ensemble particulier de phénomènes et de thèses, quoi. Alors, ça, c'est une remarque importante parce que là aussi, il y a une différence très grande entre la perspective, disons, de la grammaire générative chomskienne et les perspectives des linguistiques cognitives. Dans la grammaire chomskienne, vous avez un chef, Chomsky, qui dit quelle est la théorie et qui la modifie de temps en temps. Je veux dire, il y a plusieurs générations du modèle, enfin plusieurs versions du modèle génératif. La version standard, le principe et paramètres, la version minimale, bref. Le fonctionnement est totalement différent dans les linguistiques cognitives, où vous avez un partage d'un certain nombre de concepts fondamentaux entre des chercheurs qui vont eux-mêmes, chacun à leur façon, produire des innovations théoriques qui vont se compléter les unes les autres, mais il n'y a pas un modèle de base que tout le monde suit. C'est plutôt une philosophie générale, si j'ose dire, mais plutôt, pour être plus précis, des concepts de base partagés qui caractérisent la linguistique cognitive. Donc, voyez ce qui est dit toujours par le site donc, de l'Association internationale de linguistique cognitive. L'une des thèses les plus largement partagées, c'est que le sens est central dans les langues, et que ça doit être disons le focus principal, donc le sujet de prédilection, le sujet de prédilection des linguistes. Alors, évidemment, inutile de vous dire que là aussi, on insiste bien sur le fait que c'est le sens qui est central versus la syntaxe en linguistique chomskienne. Les structures linguistiques servent à exprimer des significations, et donc il y a des mappings, donc des mises en relation entre forme et signification qui sont l'objet principal de l'analyse linguistique. Et vous voyez que, oui, je le disais, c'est explicite. Ces vues, ces orientations sont en opposition directe avec les idées développées à son temps par la linguistique chomskienne, pour laquelle la signification était interprétative et périphérique dans l'étude du langage. Pour les générativistes, l'objet central du langage était la syntaxe, et donc la sémantique n'avait aucune importance. Donc ça, c'est aussi assez caractéristique. Très souvent, la linguistique cognitive, et là, bon, là, vous voyez, c'est quand même le site de l'Association internationale de linguistique cognitive. Elle se définit contre, quand même, au départ, elle se définit contre la perspective chomskienne, développant tout autre chose. Alors, ce qui, en France, n'a pas beaucoup d'importance, parce que la linguistique chomskienne s'est très peu développée en France, à part 8 un peu, mais assez peu ailleurs. Ce qui est
La situation est différente en Suisse, en Belgique, etc., pour parler d'autres pays francophones. Mais aux États-Unis, je veux dire, il y a beaucoup d'universités dans lesquelles il est impossible de se faire recruter si vous n'êtes pas chomskien. Parce que ces discussions très théoriques autour de Chomsky versus la grammaire cognitive, enfin la linguistique cognitive, nous on l'appréhende comme voilà, je vous en parle parce que ce sont des notions, mais ça a des conséquences sur la vie des gens. Hein, je veux dire, est-ce qu'on est recruté ou pas quand on est chercheur? Il y a des pays dans lesquels, si vous n'êtes pas chomskien, vous ne pouvez pas être recruté. Bon. Alors ça change un petit peu, ça dépend des universités. Il faut reconnaître qu'il y a quand même une baisse d'influence de la linguistique chomskienne depuis un certain nombre d'années, mais ça reste important. Et tout cela, ce n'est pas seulement des affaires, des débats purement intellectuels, ce sont aussi des choses qui ont des conséquences sur la vie réelle des chercheurs, des professeurs d'université, etc. En France, il n'y a pas non plus d'ailleurs beaucoup de développement de la linguistique cognitive. C'est-à-dire, ça reste encore très timide. Des universités comme ici où il y a un cours sur les linguistiques cognitives, c'est très rare. C'est très rare en France. Il y en a peut-être 2-3 autres que la Sorbonne, pas plus. Ça s'enseigne même ça, pas encore. Voilà, tout simplement parce que, alors pas du tout en raison de l'influence chomskienne, mais plutôt de l'influence en Europe du structuralisme. Hein, je vous en ai parlé déjà, le structuralisme européen et sa répugnance à l'égard des approches naturalistes, cognitives, etc. Hein, donc c'est ça, je pense, qui explique la faible implantation de la linguistique cognitive en France, mais c'est peut-être en train de changer un petit peu. En tout cas, voilà. Le fait d'enseigner la linguistique cognitive à la Sorbonne, c'est aussi une façon de faire changer les choses. Hein. Alors, il y a un certain nombre de points qui consistent à intégrer dans le cadre général des linguistiques cognitives des courants qui sont proches, mais qui existaient indépendamment, si vous voulez. Hein. Donc la linguistique fonctionnelle, par exemple, le traitement de la question de la grammaticalisation, qui est un grand thème, qui est devenu un grand thème des études diachroniques, et puis donc tous ces courants théoriques partagent l'idée qu'on étudie mieux le langage en faisant référence à des contextes cognitifs, expérientiels et sociaux, qui vont bien au-delà du système linguistique lui-même. Donc il y a à la fois l'idée qu'on comprend mieux les langues, mais aussi l'idée qu'on n'oublie jamais en linguistique cognitive, que le but n'est pas d'étudier la langue pour elle-même. Le but est de mieux comprendre l'esprit humain par l'étude des langues. Donc évidemment, ça, je veux dire, il y a beaucoup de linguistes européens qui ne sont pas du tout prêts à accepter cette idée, et qui considèrent que si la linguistique s'intéresse à autre chose que d'écrire les langues pour elle-même, elle n'est plus la linguistique. Alors il y a aussi l'intégration, bien sûr, c'est lié à la perspective de l'usage, hein, de l'importance accordée à l'usage, l'intégration de tout ce qui concerne l'acquisition des langues, qui a été longtemps uniquement l'affaire des psychologues. Mais ça intéresse aussi les linguistes. Bon, je ne reviens pas sur cette idée que j'ai déjà mentionnée plusieurs fois, hein, évidemment, tout ça s'oppose à l'innéisme hein, chomskien. Et donc, le fait d'étudier l'acquisition du langage empiriquement est un aspect important de la linguistique cognitive. Alors, un certain nombre de spécifications théoriques, donc des questions qui correspondent, si vous voulez, à la liste que j'ai donnée tout à l'heure, hein, donc la sémantique des cadres, les grammaires de construction, la question de la métaphore, la grammaire cognitive chez Langacker, les questions d'imagerie mentale, des espaces mentaux, et puis du blending, c'est-à-dire
l'intégration conceptuelle, toutes sortes de notions qu'on étudiera en détail plus tard. Bon, le rapport avec les modèles connexionnistes, ça c'est un petit peu, c'est moins le cas aujourd'hui. Alors, je voulais redonner ici, puisque vous voyez que je vous parlais tout à l'heure de Tomasello, mais Tomasello apparaît aussi là en première ligne, si j'ose dire, dans ce texte de présentation de la linguistique cognitive. Il apparaît donc comme une preuve du fait que les études sur l'apprentissage, les études concrètes, empiriques sur l'apprentissage dans les langues, enfin, c'est-à-dire sur le développement du langage chez l'enfant, apprennent des choses aux linguistes, doivent être prises en compte par les linguistes. Alors, Tomasello, je vous ai indiqué ici sur un lien son site. Donc, vous voyez, il est à Leipzig au Max Planck Institute. Et il a travaillé à la fois sur la cognition humaine et non humaine. Alors, je vais terminer par cette citation de Tomasello, donc, qui indique un peu plus précisément pourquoi les processus cognitifs mis en jeu dans le langage ont une origine qui n'est pas spécifiquement linguistique. Qu'il y a des contraintes cognitives sur les langues qui ne sont pas d'abord des contraintes spécifiquement linguistiques. Donc, il dit la chose suivante, je traduis encore une fois. Il est certain que les langues du monde ont des choses en commun. Bon, il fait référence à un texte, mais passons, peu importe, E&L document. Je me souviens même plus d'ailleurs de qui il s'agit, mais bon, peu importe. Ces points communs, dit-il, ne viennent pas de la grammaire universelle. Alors, il y a des petits jeux de rivalité entre Chomsky et Tomasello. Il y a quelques textes dans lesquels ils s'insultent délicatement, mais bon, c'est quand même, on sent quand même une tension très grande. Bon, donc lui, c'est clair. D'ailleurs, il y a un texte de Tomasello qui a particulièrement énervé Chomsky, qui est intitulé UG is dead, c'est-à-dire la grammaire universelle est morte, pour dire ouais, c'est fini, n'en parlons plus, ça n'a plus aucun intérêt. Alors, donc, ces traits communs entre les langues ne viennent pas d'une grammaire universelle, mais plutôt d'aspects universels de la cognition humaine, de l'interaction sociale et de la transmission de l'information qui existent chez les humains bien avant l'émergence des langues modernes. Donc, par exemple, les universaux linguistiques dérivent du fait que tous les humains, où qu'ils soient, tous les humains de la planète, d'une part, conçoivent d'une manière non linguistique, ont une conception non linguistique des agents des actions, des patients des actions, des possesseurs, du lieu. Donc là, il y a une conceptualisation non nécessairement linguistique de ces concepts. Bon, ensuite, il y a l'idée qu'on lit les intentions des autres, y compris les intentions communicatives. Et que cette aptitude, mais ça on sait que ça se développe chez l'enfant petit à petit, donc cette aptitude à comprendre les intentions, elle n'est pas spécifiquement linguistique non plus. À suivre et à partager l'attention avec d'autres personnes, à apprendre imitativement par d'autres, en utilisant la catégorisation, l'analogie et l'apprentissage statistique pour extraire des structures hiérarchisées à partir de l'usage. Ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis ensuite, produire de l'information
à la fois par les canaux vocaux et par l'audition, donc dans des manières spécifiques. L'évolution des capacités humaines pour la communication linguistique, John Watt, vient de ce qui était déjà là cognitivement et socialement, hein, et qui fournit un certain nombre de contraintes sur les langues humaines. C'est-à-dire, donc, vous voyez, il y a des contraintes sur les langues humaines qui viennent de processus cognitifs généraux. Et je vous disais tout à l'heure, Tomasello travaille aussi sur les animaux non humains, parce que précisément, certains de ces processus cognitifs généraux existent chez des animaux non humains. Hein. La catégorisation, l'attention partagée, ça peut exister aussi chez des animaux non humains, mais qui effectivement n'ont pas le langage. Voilà, alors je m'arrête là pour aujourd'hui, et puis je n'oublierai pas donc la semaine prochaine de commencer la séance par un petit tour de table sur vos sujets personnels. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.